voyez, quelquefois on dit comment on fait pour mettre les choses à l'endroit. Ben, il suffit de les mettre d'abord dans un drôle d'endroit qu'on pourrait dire à l'envers. En principe, Maurice Hollander, moi, c'est ma voix que vous entendez. Je suis supposé être l'auteur d'un livre, mais il se fait que la réelle autrice de ce livre, alors on peut dire toutes les pages de ce livre je les ai écrites, mais il n'y a qu'une seule autrice de ce livre, c'est Christine Marcandier, puisque c'est elle qui en a eu l'idée. J'ai écrit dans un très bref avertissement au livre que j'en suis en quelque sorte le passager clandestin. Donc ma question, en principe, on est là pour qu'on me pose des questions à moi. Non, non, c'est moi qui pose la question à Christine Marcandier. C'est quoi ce livre pour vous? D'où est venue cette idée étrange? Et puis comment vous l'avez fabriqué? Parce que c'est vous qui avez fabriqué ce livre. La première chose que je pourrais dire, c'est que ce livre, je l'ai beaucoup rêvé, en fait, avant qu'il n'existe. Et je l'ai rêvé en particulier depuis ce lieu que je ne connaissais pas, qui est la bibliothèque de Maurice Hollander. Et il y a une chose que les lecteurs ne verront pas, mais que moi je sais et que Maurice sait, c'est que dans les épreuves, il y avait beaucoup de coquilles sur le mot librairie du XXIe siècle que j'ai transformé assez souvent en bibliothèque du XXIe siècle. Et je pense que c'était le signe un peu psychanalytique du fait que tout ce livre, je l'ai imaginé à partir de cet endroit qui pour moi est un peu Maurice Hollander, c'est-à-dire à la fois le savant, et on voit le nombre de volumes qu'il y a ici, quelqu'un qui travaille sur les archives, quelqu'un qui est aussi un témoin, je le dis dans la préface, du siècle, un témoin aussi des grands intellectuels qu'il a pu éditer, avec lesquels il a pu travailler. Donc ce livre, il est né d'un rêve, il est né aussi d'un fantôme de livre, peut-être, puisque ma première rencontre avec Maurice Hollander, c'était autour d'un fantôme dans la bibliothèque, justement, et avec toute la polysémie de ce terme de fantôme. Et ensuite, ce livre, il s'est édifié par strates, il s'est édifié dans la volonté, je crois, de vouloir rendre compte de toutes les facettes de Maurice Hollander. Donc le savant, je le disais, historien, anthropologue, quelqu'un qui travaille sur l'idée de race et ce que ça dit aussi du XXe siècle et du XIXe siècle avant et du XXIe siècle aujourd'hui. Quelqu'un qui est un éditeur, même s'il s'en défend, quelqu'un qui est un auteur, un écrivain, quelqu'un qui est un passeur aussi donc, de la vie intellectuelle à travers la revue Le Genre Humain. Donc tout ça, je voulais que ce soit dans le volume, que tout joue dans le double sens de ce verbe, c'est-à-dire ludique comme sérieux, mais montrant des aspects différents de son travail. Et j'espère que c'est le résultat de ce livre. Et ce livre, je n'en suis absolument pas l'autrice, quoi qu'en dise Maurice. Il y a tous ces mots, il y a ses entretiens, il y a sa personnalité, je crois aussi, et nous ne sommes ni l'un ni l'autre, peut-être. Les auteurs de ce livre qui pourtant existe. Vous savez que quand on parle, quand on pense, enfin, l'être humain, on fabrique des histoires. Au fond, on se fabrique des autofictions avant même que le mot n'existe. Et donc, votre question, comment dire, supposerait d'une certaine manière que le livre ait existé avant d'avoir existé, ce qui n'est pas le cas. On vient d'entendre Christine Marcandier dire comment elle l'a conçu. Pour vous répondre, ce que je dois dire, c'est que cette diversité qui a existé entre guillemets dans l'histoire, puisque c'est sur une quinzaine ou une vingtaine d'années des entretiens divers, avec en effet, que ce soit des collègues comme Pierre Nora, ou des amis et des journalistes comme Laura Adler, d'autres, ces entretiens ont bien eu lieu, mais au moment où ils ont eu lieu, il n'était pas prévu que l'un serait près de l'autre. Autrement dit, quand Christine Marcandier m'a proposé et présenté ce qu'allait pouvoir devenir ce livre, comme vous aujourd'hui, comme toutes celles ou ceux qui prendraient singulier pluriel entre les mains, j'ai découvert, c'est ce que je raconte dans le bref avertissement, j'ai découvert en quelque sorte un livre, alors pour ne pas faire des jeux de mots, que j'ai entièrement écrit et dont en même temps je n'ai pas été le concepteur. J'ai donc découvert cette multiplicité
qui a été agencé d'une manière, pourrait-on dire, extrêmement simple, parce que après la préface trop généreuse que Christine Marcandier a fait au livre, le bref avertissement, on lit Laura Adler. On lit Laura Adler, pourquoi ? Simplement parce que sa première question fait ouverture de livre. Elle dit Maurice Hollander, vous en avez pris du temps avant de nous raconter vos salades. Bon, à peu près ça. Et c'est une entrée en matière qui permettait de faire le tour un peu des divers aspects pas tout à fait évidents pour une trajectoire singulière d'un archéologue. Déjà, un archéologue, en principe, ça s'occupe de l'Antiquité, alors que j'ai beaucoup écrit sur le XVIIIe et le XIXe siècle. En même temps, il y a le côté auteur et éditeur. Tout ça n'est pas simple. Cette multiplicité qui a conduit aussi vers une partie du titre pluriel, c'est un singulier pluriel, mais c'est du pluriel quand même, se trouve là maintenant aussi dans votre question, à savoir qu'il y a une pluralité d'intervenantes et d'intervenants que j'ai en effet rencontrés et qui m'ont fait aborder des questions très diverses. À la fois, alors quoi, vous n'êtes pas éditeur, c'est pourquoi c'est quoi votre analyse de la notion de race lorsque vous vous occupez de l'Antiquité, des dieux hypersexués, que ce soit Priape ou Bobo, et quand vous regardez l'art contemporain et des figures hypersexuées, Orlan ou d'autres, dans l'art contemporain, ça vous fait comment vous réfléchissez? Cette multiplicité de rencontres que vous venez de souligner, donc ce n'était pas un projet initial. Aujourd'hui, ça se retrouve dans ce livre, et en effet, comment dire, c'est un peu une expérience particulière aussi que d'être l'auteur d'un livre qu'on n'a pas... Enfin, je ne dirais pas qu'on n'a pas écrit, mais qu'on n'a pas fait, puisque, et en quelque sorte, ça crée une forme de, je dirais pas de gêne ou de timidité, mais d'inquiétude. Quand j'ai relu tout ça, j'avais de la peine, moi aussi. D'où le titre qui, en effet, n'est pas mauvais, singulier pluriel. Alors, est-ce que je suis à ce point pluriel et singulier en même temps? Pas moi, mais ce que j'ai fait. Il ne s'agit pas de soi, mais de trajectoires diverses qu'on a pu avoir. Voilà une manière pour moi de vous répondre, à savoir que j'ai été aussi surpris que vous par cette diversité qui aujourd'hui, après tout, on passe sa vie à essayer de se comprendre, il ne faut pas se faire d'histoire, n'est-ce pas, depuis qu'on est tout petit. C'est vrai que c'est un livre oui, qui m'apporte des éléments d'éclaircissement concernant mes diverses trajectoires, et je ne vous cache pas que c'est quelquefois un peu inquiétant. Pour ce livre-ci, singulier pluriel, comme pour un fantôme dans la bibliothèque, plus autrement que pour les langues du paradis ou races sans histoire, qui sont quand même des traités de travail, je dirais plus, et presque d'érudition. Pour ces deux derniers livres, Un fantôme dans la bibliothèque et Singulier pluriel, c'est vrai que dans les deux sens du terme, c'est pas tellement qu'il me raconte, il raconte un peu de ce que j'ai fait. Mais il faut immédiatement préciser que chacun de nous, chacune de nous, en tout cas moi, je ne veux pas parler pour les autres, je veux toujours parler pour les autres parce que je me dis je ne dois pas être seul comme ça. Moi, j'ai jamais su ce que je faisais. Ce qui ne veut pas dire que je ne le faisais pas avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur et beaucoup d'intensité. Mais je n'ai, comment dire, il n'y a pas eu un programme parce qu'il existe des autrices, des auteurs qui ont une dogmatique, un programme, ils vont faire ceci et cela dans leur travail de recherche. Moi, ça n'a pas été ça. Je suis passé d'une chose à l'autre sans trop savoir pourquoi je passais des dieux grecs au comparatisme, au XVIIIe siècle, à l'histoire des races, de l'antisémitisme, etc. Mais en effet, le mot recomposer aujourd'hui me permet, peut-être même plus que recomposer, de ressaisir ou de saisir ou de comprendre quelque chose de ce que j'ai fait. Pour être concret, ces histoires de dieux hypersexués font les deux grands pans, pourrait-on dire, de mon travail de chercheur, seraient en effet les dieux dans l'Antiquité qui exhibent leur sexualité et les grands savants de la pensée raciale, je dis même pas raciste, mais raciale, la raciologie du XIXe siècle. Mais dans les deux cas, qu'est-ce qu'il y a de commun? Et ce livre aussi m'a permis de le souligner.
c'est simplement une réflexion sur ce que c'est le rapport à l'autre. D'une certaine manière, notre premier autre, intuitif, presque quasi évident pour le petit enfant dès qu'il prend conscience, dès qu'il entend une voix virile, une voix féminine, avant même presque de naître, sans doute. Et puis ensuite, le premier autre, c'est le sexe. Lorsque le sexe des dieux devient pour moi un objet de recherche et de réflexion sur qu'est-ce qu'on raconte dans une société lorsqu'on exhibe le sexe d'une déesse ou d'un dieu, ma question est d'abord, c'est quoi cet autre-là? À la fois cette autre civilisation où on montre le sexe des dieux, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez nous aujourd'hui, et c'est quoi la sexualité lorsqu'elle est mise en scène, lorsqu'elle est mise en figure dans des œuvres d'art? Un autre qui a été créé à la période moderne, c'est l'autre par la race. Donc on peut voir là, et je vous dirais que quand on sait que les langues du paradis, c'est la race comme langue, comme chez Renan, il peut y avoir un trio ou un quatuor, tout ce qu'on veut, où il y a du sexe, de l'altérité, mais l'altérité se décline par la langue. Vous avez eu l'autre langue, vous avez eu l'autre religion, vous êtes d'une autre nation. Alors, lorsqu'on met bout à bout ces diverses choses, on voit qu'à travers des sujets qui sont dans leur contenu très différents, on est, si je peux dire, et sans mauvais jeu de mots, dans une même mélodie. Je prends un seul exemple que j'aimerais bien ne pas développer parce que ce sont des chapitres courts dans le livre. Lorsqu'on prend le chapitre sur Auschwitz et le chapitre sur Billie Holiday, c'est pas n'importe quelle musique, c'est pas n'importe quel chant, c'est Strange Fruit, l'arbre en sang, c'est-à-dire le chant qu'elle a fait, Billie Holiday, sur le poison racial, mais c'est le même discours qu'on trouvera à peu près dans ces deux chapitres aux contenus si différents. Peut-être aussi un fantasme d'enfance très simple, c'est que quand, je dis bien un fantasme, puisque je suis né en 1946, personne n'a jamais voulu, en tout cas explicitement, m'assassiner. Mais lorsque vous pouvez avoir peur, pour une raison de naissance, ne parlons pas de race, puisqu'on parlait de sexe. Vous savez, sexe et race, ce couple sémantique, en allemand, en grec et tout, pendant plusieurs années, j'ai fait des séminaires aux hautes études sur sexe et race. Mais lorsqu'on est né femme et qu'on peut avoir peur dans son corps, et on le sait, c'est banal, ça a été beaucoup dit, écrit ces dernières années, de marcher dans une rue le soir, le fait de pouvoir fuir ou disparaître ou être mobile est une condition de survie. Lorsque quelqu'un veut vous attraper, vous prendre, vous faire du mal, le fait de pouvoir lui échapper, comment est-ce qu'on échappe? Pas en s'immobilisant, mais en fait. Donc le mouvement que vous indiquez, longtemps avant quelques réflexions conscientes que ce soit pour moi, m'a toujours paru une condition de survie. Et puis on m'a toujours raconté, puis il suffit de lire les livres pour le savoir, que ce soit Lévi-Strauss ou d'autres, les gens entre 40 et 45, quand ils étaient nés dans une famille qu'ils n'avaient d'ailleurs pas choisie, pour survivre, ils prenaient un bateau, enfin, il fallait qu'ils filent, qu'ils partent, qu'ils soient mobiles. Ceux qui ont été, comme les parents de Vidal-Naquet, immobilisés, eh bien, ils y sont passés, pour dire les choses brutalement. Donc ce mouvement est quelque chose, me semble-t-il, que tous les fugitifs, depuis toujours, ont connu lorsque ces fugitifs l'étaient pour des raisons de survie. Que ce soit devenu, heureusement, je dirais, pour moi, dans ma vie, quelque chose d'entièrement métaphorique, mais qui fait peut-être que je ne suis pas devenu simplement l'archéologue ou le philologue que j'aurais pu être, à passer toute ma vie à travailler sur telle ou telle virgule, avec beaucoup de respect, je le dis, comme l'ont fait un grand nombre de savants, mais que j'ai immédiatement eu besoin en même temps que de m'occuper de la période hellénistique et des Grecs et des Romains, de m'occuper du XVIIIe et du XIXe siècle, je dirais que, vous le savez, j'étais à Paris,
Pierre Vidal-Naquet s'occupait de la guerre d'Algérie, était un spécialiste de Clisthène. Mes modèles, ils étaient tout près de moi. Jean-Pierre Vernant ne tenait pas que des discours sur la mythologie grecque. Pour répondre sur ce point précis, puisqu'en ce moment vous nous enregistrez, vous nous filmez dans ce lieu que vous avez appelé la bibliothèque, comme pour chacun de nous, quand on a une bibliothèque, elle porte les traces de nos fonctionnements à la fois probablement monomaniaques, mais beaucoup aussi de nos fonctionnements inconscients. La raison pour laquelle on mettrait la littérature anglaise ou allemande ou grecque ou latine, suivant qu'on l'a, ou italienne ou portugaise, dans tel endroit, dans telle géographie, à gauche ou à droite. Moi j'ai toujours eu tout près de moi les amis poètes et en même temps les textes grecs et latins. Pourquoi? Alors que les poètes sont des contemporains, et mes contemporains, souvent des amis heureusement encore vivants. Comment ça fonctionne? Alors, je dis un mot de la bibliothèque qui va me conduire vers la collection, la librairie du XXIe siècle. Probablement, mais c'est un peu comme ce qu'on a dit pour les livres, c'est aujourd'hui. En vous attendant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? C'est pas évident, dans ce lieu où personne ne rentre. Au fond, aujourd'hui, pour moi, je ne dis pas à l'origine, ceci n'est pas une bibliothèque, non pas pour jouer au titre très célèbre, mais c'est une installation. Une installation dans la mesure où les livres, les papiers, les dossiers sont installés au fur et à mesure en couche archéologique, parce que là, dans un endroit, il y a tout un massif monétaire, parce que j'ai travaillé sur les mots et la monnaie, qu'ailleurs, il y a en effet tout ce que j'ai pu faire sur les langues du paradis, la raciologie, l'extrême droite. Bon, mais tous ces lieux-là se sont assemblés au fur et à mesure des nécessités du travail, et je n'ai jamais eu jusqu'aujourd'hui, c'est assez difficile quand on veut retrouver un livre quelquefois, le besoin de les classer, comme si il était nécessaire pour moi de vivre sans cesse dans la mémoire que ce qui est le cœur même d'une culture et d'une civilisation n'est plus quelque chose qui nous protège de quoi que ce soit. Si on va très très vite et d'une manière, pardon, très presque arbitraire, la royauté, il n'y a pas si longtemps, 1789, était de droit divin. Lorsqu'on coupe la tête d'un roi, on voit bien que ce n'est plus un dieu. Dieu est mort. Ensuite, on nous a raconté que les civilisations sont mortelles. Ce que je raconte un peu dans Singulier Pluriel, à travers notamment ce texte sur Billie Holiday, mais aussi Auschwitz ou d'autres sujets, c'est que les génocides du XXe siècle nous ont appris que la mort elle-même pouvait disparaître. Or, ce qui nous caractérise, nous, comme êtres humains, c'est ce que, dans les vieilles langues, on appelait « nous sommes des mortels ». Un mortel, c'est quelqu'un qui naît, qui se déploie, et puis qui meurt. À partir du moment où la mort elle-même vous est arrachée, soit parce qu'on vous assassine et que vous êtes un bébé pour être né dans une famille plutôt qu'une autre, soit parce qu'on efface même toutes les traces de la mort, c'est la mort elle-même qui est arrachée à l'imaginaire humain. Partant de là, il me semble que, lorsque j'essaie de comprendre pourquoi cette bibliothèque est devenue comme ça, je me dis simplement parce que j'étais incapable de croire à l'alphabet. J'étais incapable de mettre les livres en bon ordre et hop, je cherche quelque chose, je le retrouve, je le maîtrise. Le rapport de maîtrise au savoir, à la création, le rapport de maîtrise à la culture me paraît pour moi aujourd'hui quelque chose d'impossible. Votre question portait, je ne l'ai pas oublié, sur la librairie du XXIe siècle. C'était le rêve de pouvoir proposer quelque chose qui serait, pardon pour ce mot très ancien, une culture, que je n'appellerais pas culture générale, une culture en général. Le rêve qu'on pourrait, dans un même lieu, trouver des savoirs qui sont des savoirs spécifiques, comme l'histoire ou d'autres formes de savoir, mais aussi de la poésie, mais aussi de la littérature, aussi de la musique, aussi de la peinture, c'est-à-dire tout ce qui compose le spectre large de ce
à quoi on peut aspirer pour essayer de se déployer dans l'existence. Le cinéma, bien sûr, dont vous vous occupez beaucoup à Diacritique aussi. Et très bien, puisque je découvre grâce à vous des séries que je ne connaissais pas, on voit qui est l'auteur de ces pages. Donc, que ce soit la collection ou la bibliothèque où nous nous trouvons, c'est certain qu'il y a quelque chose de la trace du XXe siècle qui se retrouve ici. Ce serait une bibliothèque qui serait une installation, plus qu'une bibliothèque, et qui serait un lieu où le rêve serait que le désordre ne rende pas fou. Ça veut dire quoi? L'image que nous avons tous cinématographique de l'enfance, parlons d'une chose complètement, hélas, banale, mais banale néanmoins, le nazisme. Le nazisme, c'est l'ordre par excellence, c'est l'organisation par excellence. À partir de là, les artistes et les créateurs, déjà dans les années 20 et 30, mais après 45 encore plus, ont essayé de créer des formes et des formes esthétiques, c'est-à-dire des formes construites, c'est-à-dire des formes incitantes et incitées et voulues, partant de ce qui ne serait pas de la forme, telle que, en tout cas, les traditions classiques occidentales, grecques, latines et la Renaissance nous ont transmis. Ils ont désarticulé le visage humain, désarticulé la géographie, la géométrie elle-même. Et les sciences nous y ont aidés. Et donc l'idée qu'on puisse se retrouver, ce serait l'exact envers, à l'envers si vous voulez, l'exact contraire de la violence par l'ordre, ce serait la douceur par le désordre. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est un rêve, je pense que ça ne peut pas être, j'insiste, ni un programme social, ni un programme politique, d'où, dans les jours actuels, et c'est très important, le rapport entre le privé et le public, ce qui peut être bon pour du privé, une telle bibliothèque qui est possible pour moi, je peux y vivre et y travailler, et même de retrouver un livre, même si ça me prend 3 ou 4 heures de le retrouver, je le peux. C'est évidemment impossible pour une bibliothèque publique. Même si on était à 2 ou à 3 ici, il faudrait déjà qu'on crée des règles. D'où l'importance du fantôme. Vous vous souvenez, le fantôme, c'est cette planchette qu'on met à la place d'un livre qu'on emprunte. C'est-à-dire qu'on a très très peur du totalitarisme. Il suffit d'avoir, chacun de nous a eu des amis latino-américains dans les années 70-80, quand ils nous racontaient, ou avant ça, l'Espagne de Franco, le Portugal, après la tombée des totalitarismes en Europe, n'allons pas plus loin que la Grèce des colonels, ou l'Espagne et le Portugal, les gens disaient, mais on a compris qu'on nous écoutait au téléphone. À l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Si on avait su, on n'aurait même pas osé dire ce qu'on disait. C'est-à-dire que le totalitarisme est une chose qui fait peur au corps et qui est une atteinte au corps. Dans le corps, il y a beaucoup d'esprit. Je ne les sépare pas. Si vous voulez, ce qu'on appelle la culture, ce type de nourriture très spécifique, qui sont des nourritures culturelles, je pense qu'elle a toujours été très onirique. C'est-à-dire que les textes anciens nous disent souvent que la pierre philosophale, tout le monde sait qu'elle n'existe pas, tout le monde sait qu'on ne la trouve pas, mais elle est très importante, parce que en la cherchant, on va trouver autre chose qui peut-être existe. Donc l'idée, si vous voulez, d'une bibliothèque qui soit à la fois, ce que vous dites, antitotalitaire, enfin, c'est-à-dire où l'ordre serait entièrement intuitif, est quelque chose, en effet, de protecteur. De protecteur, mais à notre insu. Encore une fois, si vous voulez, lorsque la question, Christine Marcandier posait la question de la recomposition, au fond, il y a une sorte de double discours que je tiens sans arrêt dès lors que je parle d'un livre qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que j'en parle comme, je dis des choses comme si elles étaient là avant ou pendant la fabrication du livre. En réalité, elles ne sont là qu'au moment où moi-même, comme lecteur, d'une certaine manière,
moins averti que les autres, contrairement à ce qu'on imagine. Lorsque je lis et je regarde singulier pluriel aujourd'hui, je suis très surpris. Je suis, comme je l'ai dit, un peu intimidé, un peu gêné, et je ne sais pas trop quoi en faire. Et donc ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont les résultats de ces recompositions, de ces revisitations, pourrait-on dire. D'une certaine manière, toute la difficulté, si vous voulez, que nous avons, mais d'une manière générale dans nos existences, et la politique c'est ça aussi, c'est notamment, pas seulement, mais le passage de l'oral à l'écrit. Lorsqu'une femme ou un homme politique vous fait rêver et vous allez voter pour lui ou pour elle, une fois que les choses sont mises sur le papier, c'est-à-dire qu'elles deviennent, qu'elles se durcissent, elles deviennent souvent différentes de ce dont on a rêvé. Et d'une certaine manière, le fait d'être seul avec ses livres et en train de travailler permet de réaménager et de remobiliser tout le temps son rapport au savoir et à sa propre curiosité, un peu comme lorsqu'on parle, ou un peu lorsqu'on est même dans un rapport, puisque c'est un des chapitres du volume parle aussi de séduction, un peu lorsqu'on est dans un rapport de rencontre et de séduction avec autrui, où on dit une chose, où l'autre répond, où on répond à la réponse, pas tellement nécessairement conduit par ce qu'on pense, ou pas seulement par ce qu'on pense, mais par le désir que l'on a d'être entendu et vu par l'autre. Puisque dans la rencontre, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas ce qui peut plaire en l'autre, c'est-à-dire quelque chose de soi que l'on va reconnaître chez l'autre, mais il n'y aura pas de rencontre. C'est vrai que notre rencontre peut aujourd'hui être sous le signe de l'amitié, ce qu'on ne pouvait pas savoir la première fois qu'on s'est vu, Christine Marcandier, quand vous êtes venue me voir pour parler d'un fantôme dans la bibliothèque. Euh, c'est certain que dans la diversité des entretiens qui composent ce livre, ben, il y a un certain nombre de collègues ou d'amis que je connais mieux que d'autres. Quelquefois, des personnes que je n'ai vues qu'une seule fois et qui sont là en raison du contenu aussi de l'échange. Mais c'est vrai que l'amitié comme thème et comme un sujet est assez présent, je crois, dans un grand nombre de pages. Maintenant, vous savez que, comme tous les mots, l'amitié c'est un mot. Euh, Hier, en m'interrogeant sur ce que j'avais fait avec l'amitié, pas seulement dans ce livre, mais d'une manière générale, puisque j'ai beaucoup dit que la collection s'est déployée en demandant des livres à des amis, j'ai repris l'éthique à Nicomaque d'Aristote, les livres, si je ne me trompe pas, 7 et 8. Mais donc, l'amitié comme thème antique, si vous voulez, sont des livres très brefs. 7 et 8 chez l'éthique à Nicomaque, si je ne me trompe pas, je vais vérifier tout de suite sans qu'on corrigera. Ça vaut la peine de les lire parce qu'on voit quoi? On voit que l'amitié est à la fois le corps, l'intuition, la nécessité de l'enfance, et très vite c'est la confiance que l'on a dans autrui, et très vite l'amitié est un thème politique. Il n'y a pas de société sans amitié, avec tout ce qu'il peut y avoir comme rêverie chez Aristote. Si la société était faite d'amitié, on n'aurait pas besoin de justice et tout ça, c'est délirant. Bien sûr, c'est pas vrai. Mais la justice idéale naîtrait de ce rapport d'amitié. Donc c'est en effet un thème très, très puissant, d'autant plus puissant qu'on en rêve, je dirais, parce que très vite, pardon d'évoquer les textes anciens, mais on est nourri par ça aussi, les gens vous disent il ne faut pas non plus confondre l'amitié avec l'intérêt. Lorsqu'on s'approche de quelqu'un en se disant tiens ça va me rapporter ça et ça et ça et ça, est-ce que c'est encore de l'amitié et comment? Ce serait un bel objet de colloque qu'on ne va pas tenir aujourd'hui ici.
on est tenté à cette question qui est très large et généreuse de répondre d'une manière trop schématique. C'est vrai que si je passe dans les siècles précédents, vous avez nommé Spinoza, j'ai envie de dire, surtout à une population plus jeune, on peut, je ne dirais pas on peut lire sans comprendre, mais on peut lire sans tout savoir de ce qu'on lit. Évidemment, j'ai jamais été un spécialiste de Spinoza, j'ai pas fait des études de philo, j'ai pas passé des examens ou fait des épreuves à propos de Spinoza. J'ai lu Spinoza, probablement en me trompant, mais peu importe, en me trompant, je veux dire, en comprenant de travers, mais peu importe, comme on écoute une musique, comme on regarde de la peinture. De la même manière, Nietzsche ou Pascal. Pour les contemporains, Pérec, c'est très singulier. C'est un homme que j'ai connu à la fin de sa vie, qui est mort extrêmement jeune. Il avait à peine une dizaine d'années de plus que moi. Il pourrait encore être là aujourd'hui avec nous en 2020. Donc, alors il est mort il y a bientôt 40 ans, n'est-ce pas? Donc, alors, parmi les proches ou les auteurs que j'ai connus, il y a évidemment ceux avec lesquels j'ai travaillé, Nicole Leroux, Marcel Détienne, Vidal Laquet, Verlan. Disons qu'il y a... Ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on pouvait en même temps être entièrement matérialiste, c'est-à-dire dans un rapport de savoir objectif, et en même temps ne pas être dans une dogmatique positiviste. Alors, pas que je développe trop parce que ça prendrait trop de temps, mais donc on peut être dans un rapport à l'objet d'une manière rigoureuse et en même temps ne pas tout réduire à cet objet. C'est sûr qu'une œuvre énorme comme celle de Claude Lévi-Strauss nous montre qu'on peut être autant dans de la raison que du sensible. Et c'était bien sûr son rêve. Et vous savez que dans les grandes classifications du savoir occidental, on pose ça souvent du côté de Diderot, autrement chez Rousseau, mais au XVIIIe siècle beaucoup. Mais en réalité, dans des littératures très différentes, si on prend Maître Eckhart ou Silesius, on est chez des mystiques, on serait dans les littératures enflammées, où pourtant il y a aussi beaucoup de rigueur et beaucoup, pardon d'utiliser ce mot comme ça, mais lorsque je dis matérialisme, ce serait aussi une forme de rapport au sens, à la sensualité. Peut-être qu'un des axes très intuitifs, comme vous voyez, c'est pas en savant là que je parle, du peu que j'ai essayé de faire ou de comprendre, serait, c'est vrai, de refuser la section ou la séparation entre ce qui est de l'ordre du corps et ce qui serait de l'ordre de l'esprit. Ce qui, par rapport au texte, nous conduit très loin, puisque vous savez que toute la chrétienté s'est construite par un rapport à la lettre ou à l'esprit. Là, c'est des grands cours de théologie qu'on ne va pas déployer ici, mais qui sont passionnants. C'est-à-dire, est-ce que quand on lit, faut-il être proche de la lettre et du mot, ou est-ce que c'est l'interprétation qu'on fait du mot qui est plus importante? Les deux, évidemment, mais c'est une affaire assez compliquée. Je pense que la question de l'oubli est très importante que vous avez posée, parce que les gens imaginent que la mémoire, c'est ce dont on se souvient. C'est vrai. Mais moi, ce que j'essaye de dire, c'est que l'oubli aussi, on ne l'oublie pas. Il y a quelque chose dans l'oubli qui résiste et qui reste. Et ce couple mémoire-oubli, ils fonctionnent ensemble. C'est probablement, si on retrace le schéma un peu de la manière, je dirais, de chanter ou de muser les choses, c'est probablement le désir, une fois de plus, d'être attentif à ce qu'on ne maîtrise pas. La mémoire, les gens disent, on apprend par cœur un truc, on connaît, on réussit bien ses examens ou ses épreuves et tout, parce qu'on a de la mémoire. Ce que j'essaye de dire, c'est que la bonne mémoire, elle doit être percluse, transfusée de beaucoup d'oubli qui va enrichir cette mémoire. Mais cela suppose un usage ni répressif,
ni maîtrisé de cette mémoire, puisque cette mémoire contient de l'oubli. Une fois de plus, on voit combien, je dirais, pas la pauvreté, mais la restriction de tout ce que je dis, c'est que ce qui peut être bon pour un usage intérieur, pour une méditation personnelle, voire à 2 ou à 3 amis, ou à quelques-uns qui se choisissent entre eux simplement parce qu'ils s'entendent bien, c'est pas du tout une élite, peut être catastrophique dès lors que ça devient collectif et public. Il n'est pas question d'imposer de l'oubli public. C'est jamais de ça qu'il s'agit, ni de créer de l'amnésie. Par contre, d'observer de près, d'être attentif au fonctionnement de la mémoire, empêche, je dirais, de jeter l'oubli aux poubelles de l'histoire. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Votre question, évidemment, elle est, sans que vous ne le sachiez, presque pas flatteuse, mais elle me permet de faire croire qu'il y a plus d'ordre de structure ici qu'il n'y en a. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de 2 volumes de la série Le genre humain. Et donc, le lieu que vous avez pointé là est un lieu où, à l'origine, je mettais les volumes du genre humain au fur et à mesure qu'ils sortaient. Mais comme cette revue va bientôt, elle est née en 81, avoir 40 ans, ah ben, ils ne peuvent plus tous être là. Donc il y en a quelques-uns qui restent, à la fois en fonction du moment où ils ont été publiés, et probablement, en effet, cette installation dont vous parlez. Une autre image pour l'installation serait, mais il faut bien se souvenir que tout ça c'est du rêve, c'est que de la même manière qu'un peintre, jamais n'importe comment, un peintre comme ça s'est fait depuis le milieu du XXe siècle, qui prend des couleurs et qui les jette et qui les assemble, il fait absolument pas n'importe quoi, et en même temps il essaie de donner une forme à l'intuition créatrice. Bien, imaginez qu'une bibliothèque serait un lieu où à la fois, en effet, là, j'ai les corpus de textes latins avec les corpus de Priapé, c'est un corpus du 1er siècle de l'ère chrétienne, où il y a les poèmes dédiés au dieu Priape. Bon, ils sont ensemble, il faut que je puisse les retrouver. J'en ai d'autres dans l'autre pièce aussi, d'autres éditions savantes, etc. Et en même temps, il y a Turgot et les œuvres complètes de Turgot juste en dessous. Ça fout quoi là ? En même temps, c'était parce qu'à un moment, je travaillais sur Turgot, que ce sont des gros volumes, il y en a 5, et que je ne les ai pas déplacés ailleurs, et qu'en même temps, il y a une sympathie, en tout cas pour les théories monétaires de Turgot, en tout cas pour ses théories les plus poétiques, puisque je ne suis pas économiste ni financier, qui fait que je les laissais là, comme ça, à proximité. Donc ce serait un peu comme un choix de coloris, ou pour un compositeur, un choix de sonorité, même assonante, qu'on disposerait alors les unes aux côtés des autres, ou qu'on articulerait, si on arrive à les articuler, les unes par rapport aux autres. C'est ça l'idée de l'installation. À la fois, ce que je vais dire, je crois, est très encourageant et en même temps très désespérant. Mais c'est pas grave, ça marche souvent ensemble. Pardon, mais c'est une partie de mon métier. Souvent, je me replonge dans des textes anciens. On se comprend. Vous savez, c'est des choses qu'on lit peu et on a tort. Si on prend des gens comme Cicéron ou Quintilien et qu'on regarde, alors les avocats à l'époque qui connaissaient ça, qu'on regarde leurs textes sur l'art oratoire. En fait, ce sont des réflexions sur la question que vous posez. Comment faut-il utiliser dans un prétoire, en politique, dans la cité, en privé, en public, tel ou tel mot, des formes extrêmes, sémantiques, est-ce qu'elles sont utiles ou pas? Alors, chez ces gens-là qui étaient très intelligents, ils vous disent des choses très actuelles. Ils vous disent, c'est étonnant quand même, ces responsables politiques qui disent absolument n'importe quoi d'une manière irresponsable, et en démocratie ça marche, les gens votent pour eux. Et ils rajoutent, eux qui n'avaient pas lu Freud, mais on oublie que le public adore entendre dire par la bouche d'autrui
ce que lui-même ne voudrait même pas prononcer parce qu'il sait que c'est vilain. Alors ça, c'est quand même une analyse très intéressante. Ça veut dire que dans le public, il y a des gens qui savent ce qui est bienséant et où est la pudeur, mais que leur plaisir est de voir d'autres se défroquer. Et Trump est un bon exemple pour ça. Et on vote pour lui parce qu'il ose faire ce que nous-mêmes on n'oserait pas faire. Pardon d'avoir fait ce grand détour de textes grecs et latins jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi c'est encourageant et pourquoi c'est décourageant? J'ai dit les deux à la fois. Parce que ce que avait fait avec un certain nombre d'amis, on a fait en 93 et repris après l'appel à la vigilance, dont il est beaucoup question dans singulier pluriel. C'est-à-dire que cette attention aux mots dont vous parlez, elle est très ancienne dans la littérature. Et on peut, lorsqu'on fait de l'histoire, se rattacher plutôt à telle tradition qu'à telle autre. Et c'est souvent ce qui s'est passé. Une image simple, je me souviens lorsque Jacques Le Goff et les autres, ou Marcel d'Étienne, Vernant, se sont mis simplement à s'occuper, pour les périodes anciennes, l'Antiquité ou le Moyen-Âge, de corpus qui n'avaient intéressé personne. Bien sûr, Michel Perrault et d'autres pour l'histoire des femmes. Personne ne faisait l'histoire des femmes, personne ne faisait l'histoire des pauvres, personne ne faisait non plus l'histoire des intellectuels. Et pour l'Antiquité, l'histoire de la ruse ou l'histoire de la séduction, dont il est question dans mon bouquin. C'est-à-dire que lorsque vous avez une bibliothèque comme ici, il y a énormément de choses. Et c'est la chercheuse et le chercheur, ce sont les créateurs qui choisissent de mettre en évidence, comme un peintre ou un musicien, telle couleur ou tel type de sonorité qui va pouvoir nous guider et nous poser des questions sur ceci ou cela. C'est certain que, puisque vous m'interrogez à propos de l'appel à la vigilance, qui essaye de comprendre la responsabilité des éditeurs. C'est quoi de diriger une revue? C'est quoi un volume collectif où on retrouve des noms de gens qu'on n'imaginerait pas dans le même sommaire? Ça, c'était l'appel à la vigilance par rapport à des idées liées au négationnisme ou à l'extrême droite en 93. Une des questions qui est posée, c'est la question éditoriale. Où est la responsabilité éditoriale? À quoi joue-t-elle? C'est-à-dire qu'on peut absolument appliquer la question de la responsabilité sémantique à des sujets, en effet, qui vont du politique au poétique, mais on voit comment la tension dont vous venez de me parler, m'interroger à propos des mots, la responsabilité sémantique, la vigilance, pourrait-on dire, à l'égard des formes esthétiques, elle suppose quand même d'être assez informé. Et j'ai jamais oublié que lorsqu'Yves Bonnefoy avait demandé de lancer cet appel à la vigilance, il m'avait dit le plus simplement du monde: comment voulez-vous qu'un homme comme moi, Yves Bonnefoy, je sache ce que c'est Radio Courtoisie? Si quelqu'un vient de me demander une interview, pourquoi est-ce que je dirais non? La courtoisie est une belle chose. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a toujours eu, depuis les sources les plus anciennes qu'on a, il y a toujours eu des auteurs, des penseurs, certainement des millions de personnes qui n'ont pas laissé de traces, qui étaient merveilleuses et rigoureuses. Ça, c'est le côté encourageant. Et lorsqu'il y a des traces, nous pouvons aujourd'hui les connaître et les lire. Et ce qui est décourageant, c'est ce que j'appellerais le patinage anthropologique, pour ne pas dire la manière dont les êtres humains patinent. Plusieurs de mes séminaires aux hautes études concernant les affaires, enfin l'histoire de l'idée de race, commençaient par, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression de vous entraîner sur une grande patinoire lorsqu'on lit les textes du milieu du 19e siècle, j'ai bien 19e siècle, 1860, 1870, longtemps avant l'affaire Dreyfus, qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent attention, la notion de race est une notion socialement dangereuse qui conduit non pas à la guerre mais à des exterminations. On est au 19e siècle. Et quand on pense aujourd'hui, alors ça c'est le côté désespérant. Mais le côté qui ne peut que nous encourager, c'est que les gens qui ont tiré ces sonnettes d'alarme
au XIXe siècle, étaient des énormes savants, ils étaient au Collège de France, ils étaient des fondateurs de disciplines comme Franz Bopp, le fondateur de la grammaire comparée, qui a conduit à Saussure, qui a conduit à Lévi-Strauss. Il existe un fil rouge qui traverse les siècles et qui nous donnerait des formes d'optimisme complètement délirants. Et puis, il est important de ne pas être aveugle, ni à l'actualité, ni au passé le plus proche, pour savoir qu'en effet, mieux vaut ne pas s'aveugler. Merci pour la question du funambule. En voyant que vous alliez vers du lexique, et comme j'avais le petit Robert, le simple petit Robert, ça aurait pu être le petit Larousse aussi, sous la main, alors je regarde funambule vers 1500, du latin funambulus, de funis, la corde, et ambulare, marcher. Personne qui marche, qui danse sur la corde raide. Alors en effet, tout ça c'est mal vu, acrobate, danseur, etc. Alors pourquoi funambule ou pas? Je comprends que quelqu'un qu'on puisse dire mais non, c'est pas un funambule, regardez tout ça, ça tient la route. Et je peux assumer que ça tienne la route, parce que ce serait insultant à l'égard de tous mes amis que j'ai eu la chance de publier, que dire que des centaines de livres qui sont là au seuil aujourd'hui, dans la librairie du XXIe siècle, ne tiennent pas la route. Si, ils tiennent la route, mais ils ne tiennent pas n'importe quelle route. Peut-être qu'ils tiennent une corde qui n'est pas tout à fait raide et qui demeure fragile. Peut-être que je peux à la fois, mais ça ne vous étonnera pas, quand on lit ce que je fais, revendiquer d'être et de n'être pas en même temps funambule, de ne l'être pas dans la mesure où je souhaite, comme chacun de nous, comme quand je prépare à manger, j'aime beaucoup cuisiner, que ce qui arrive en fin de compte soit comestible, et en même temps, quand je fais à manger, j'ai quelques problèmes avec les recettes. Je n'aime pas prendre un livre de recettes, alors que la culture est faite de recettes et de stéréotypes. J'ai un problème avec cela, avec les recettes. Mais simplement parce que peut-être que l'histoire m'a fait naître d'un côté où les codes et les recettes étaient des choses périlleuses, et j'ai voulu m'en protéger. Mais vous voyez, funambule, au moment où je savais que vous alliez arriver, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter dans une bibliothèque qui a été, sans que je m'en aperçoive au fil du temps, fabriquée par un archéologue. Après tout, les seules études que j'ai faites sont des études d'archéologie grecque et latine, et aussi des études de préhistoire. Je me suis dit qu'il n'est pas impossible, est venue cette idée saugrenue, qu'en ce moment même, nous soyons dans un lieu plein de livres et de papier, bon c'est assez banal pour une bibliothèque, mais que nous soyons dans un lieu qui est la pointe chronologique, la plus avancée et peut-être ultime de ce qui apparaît avec les premières tablettes d'argile, avec les premières écritures, les premiers alphabets sur un support fixe et dur. Je veux dire quoi? Qu'à l'ère du numérique, qu'à l'ère où les supports sont devenus immatériels, une bibliothèque, en effet, est un lieu de fantôme complètement onirique, puisque, oui, d'une certaine manière, c'est la dernière étape de ce que l'on sait pour la préhistoire. Je dis la dernière étape parce que nécessairement, à partir déjà d'aujourd'hui, nous avons des bibliothèques numériques, c'est-à-dire sur support immatériel, alors qu'ici, mis à part mon petit ordinateur, qui a pas mal de supports immatériels aussi, nous sommes encore entourés de papier, qui est quand même une chose très périlleuse.